Merci de nous accueillir dans votre atelier. On a sur les scènes aujourd'hui des caméras qui filment, on a la vidéo, mais dans votre spectacle, le robot est tout. Il est narrateur, réalisateur, scénographe, femme de ménage, il fait tout en fait. Oui, il est même co-auteur. Vous pouvez nous raconter d'où vient l'idée Moi, j'aime bien travailler. J'imagine que le théâtre, c'est un endroit où on plonge les spectateurs à l'intérieur de mondes possibles. Et parmi les scénarios possibles des mondes à venir, il y a cette chose qui est dans l'air d'imaginer que le monde pourrait être un monde sans humains. Et j'ai eu envie de me plonger là-dedans avec les gens et qu'on invente cette expérience de se dire qu'est-ce qui se passe si on fabrique un spectacle dans lequel on a enlevé ce qui nous semble impossible d'enlever, c'est-à-dire l'humain, puisque la scène est quand même l'espace du vivant. Si on arrivait à produire du théâtre sans les humains, peut-être qu'il devient pas si inimaginable de penser qu'il pourrait y avoir un jour un monde sans humains. Alors ça nous fait peut-être peur, ça nous fait peut-être envie, quel que soit le point de vue qu'on ait là-dessus, mais l'intérêt c'est de se projeter dans cette réalité possible. Est-ce que c'est une série de science-fiction qu'on pourrait voir sur Netflix un jour sur la fin de l'humanité ou une forme de théâtre qu'on pourrait bientôt avoir dans les théâtres? Alors, nous, on s'est amusé à scénariser cela comme si c'était une forme de théâtre futur qui serait du coup très raisonnable de produire parce que économiquement viable, mais évidemment c'est une blague. Évidemment que ce n'est pas notre souhait que le théâtre se transforme de cette manière-là. Mais par contre, c'est une forme de langage scénique. Ça m'intéresse dans l'expérience esthétique et dans le langage que ça fabrique. Est-ce que c'est une forme qu'on pourrait retrouver dans une série sur Netflix? Moi, j'ai tendance à dire qu'il faut se méfier de penser que ce serait de l'anticipation. En fait, je pense que c'est du aujourd'hui-maintenant. Vous pouvez nous raconter comment vous avez créé le spectacle? Alors, au tout début du projet, l'idée c'était de se plonger dans un univers rempli de machines et d'écrire pour ces machines. C'est la première fois d'ailleurs que je ne travaille pas avec un texte comme support, mais réellement avec des objets et des machines réunies. Et pour aller au bout du projet, j'ai donc entamé une correspondance avec ce qu'on appelle des robots conversationnels. Donc des agents conversationnels, c'est comme Siri par exemple, ces machines qui ont un dialogue avec les humains. Et puis j'en ai testé une quinzaine, j'ai eu une quinzaine d'échanges en parallèle. Je vous avoue que c'était quand même pas passionnant la plupart du temps parce que au-delà de l'amusement, on a tous essayé un jour ou l'autre de parler avec Siri ou une autre application de ce genre. Bon, c'est rigolo 5 minutes, mais ça va pas bien plus loin. Mais un jour, je suis tombé sur un robot conversationnel qui avait été programmé par quelqu'un, mais qui n'avait pas d'utilité. Il ne servait à rien, il ne nous rendait pas de service, il ne pouvait pas m'aider à quoi que ce soit. Il était juste programmé pour errer sur la toile et être une personnalité, incarner une personnalité particulière. Et ce robot conversationnel, je lui ai posé une question qui est très simple, c'est est-ce que tu voudrais faire du théâtre? Et il m'a répondu oui, mais je suis assez classique dans mes choix, dans mes goûts. J'aime 2 pièces en particulier, Le Songe d'une nuit d'été et La Tempête de Shakespeare. Et ça a été le point de départ de l'écriture et qui m'a amené à développer tout un imaginaire. Et le spectacle est construit à partir de cette correspondance, à partir de textes que m'ont inspiré cette expérience, mais aussi à partir de textes du répertoire de théâtre, où là, je suis allé chercher des auteurs, comme ferait une machine d'ailleurs, en allant piocher dans un répertoire, un legs de l'humanité, pour essayer de recomposer des fictions théâtrales. Et évidemment, je ne suis pas allé chercher n'importe quels auteurs, mais des auteurs qui avaient une parole signifiante sur la condition de l'être humain, ou sur la question assez fondamentale de la perte, de la quête de sens ou de la perte de sens, de la crise de sens. On a Shakespeare, on a Beckett, on a également quelques fragments en introduction d'un auteur que je trouve assez fascinant, qui s'appelle Roger Caillois, donc des extraits d'un texte qui s'appelle Être de crépuscule. Voilà. C'est quand même drôle qu'il s'intéresse à 2 pièces de Shakespeare où la magie joue un triangle et où les humains
d'un jour à l'autre, on a des super pouvoirs en fait. C'est vrai, C'est quand même marrant. c'est vrai. Vous dites que vous faites aussi du théâtre optique dans le spectacle. Qu'est-ce que c'est du théâtre optique? Alors c'est un nom très technique par ailleurs dans l'histoire du spectacle vivant, on appelle ça le Pepper Ghost, du nom de son inventeur, John Pepper, mais qui en réalité n'était pas son inventeur, il a simplement volé cette invention à quelqu'un d'autre et déposé le brevet. Le principe en fait c'est le même qui était déployé au XVIIIe siècle, où pour représenter les spectres dans le théâtre élisabétain, on dissimulait des interprètes dans la fosse d'orchestre qui jouaient, ils étaient éclairés par des lampes, des bougies assez souvent. Et sur scène, on a une vitre inclinée qui reflète cet acteur invisible et qui du coup apparaît de manière magique sur scène, flottant dans l'espace au milieu des autres comédiens. Quand ça a été mis au point à cette époque-là, ça a eu un effet un peu waouh pour les spectateurs, un peu comme le train des Frères Lumière entrant en gare dans les prémices du cinéma. Et donc le théâtre optique, c'est ça, c'est l'apparition dans un espace d'images de type holographique des personnages flottants dans un espace défini. Donc dans 2 des installations, pas avec ce robot, mais dans 2 autres installations, nos décors sont imprimés par des imprimantes 3D et habités par des hologrammes. Est-ce que ça ne fait pas peur de voir que ce que peut faire la machine en fait, qu'elle a vraiment des super pouvoirs? Je pense qu'il est temps de s'en rendre compte parce qu'on est déjà dedans. Aujourd'hui, puisqu'on parle de théâtre optique, on voit des concerts où des gens payent leur place à 40 € au Japon, aux États-Unis, où il n'y a plus aucun interprète sur scène, mais simplement des images optiques, comme je les évoquais. On fait revivre des chanteurs morts qui refont des tournées. On voit des candidats à la présidentielle qui font des multidiffusions de leurs meetings. On voit tout un tas d'usages de ces dispositifs. Ça m'amuse qu'en voyant ce spectacle, on se dise « Oh là, mais ça fait peur tout ce que la machine peut faire » alors qu'on vit déjà à l'intérieur de ce monde-là. Vous vous servez beaucoup souvent de la technologie pour vos spectacles? Oui, alors pas toujours pour mettre en scène la place qu'occupe la technologie dans notre société ou dans notre monde, mais aussi parce que l'histoire du théâtre de tout temps a intégré les technologies nouvelles. Déjà à la Grèce antique, quand on travaillait les masques, la manière de façonner les masques était conçue pour qu'on ait un porte-voix dans le masque qui permettait à la voix d'être portée un peu plus loin. Finalement, l'usage aujourd'hui du micro poursuit la même quête, c'est d'être perçu de loin en essayant d'être le plus juste dans ses intentions de jeu. Et pour moi, la technologie, finalement, l'usage de la technologie n'est pas lié à la volonté de créer des formes actuelles. En fait, elle est dans la poursuite et la continuité d'un projet qui est théâtral, qui est l'intégration de ce que des outils nous permettent de produire sur scène pour augmenter une perception sensorielle, pour créer de la sensation, pour rentrer dans un univers qui est complexe et une forme de théâtre total. Vous laissez aussi au spectateur de créer son propre spectacle en fait. Chaque spectateur qui sort ici n'a jamais vu le même spectacle en fait. Oui, c'était ça aussi l'intention? C'est quelque chose qu'on accepte communément en se disant évidemment je suis assis dans la salle, je regarde le spectacle, j'en ai ma propre interprétation. Mais par ma pratique, depuis 20 ans que je fais de la mise en scène, j'ai rencontré tellement de spectateurs qui poursuivaient un désir inverse qui était de se rassurer sur le fait qu'ils avaient bien compris la même chose que leurs voisins. Cette volonté d'une compréhension universelle, être sûr qu'on a bien compris le monde. Et finalement, c'est peut-être la chose qui me préoccupe le plus dans la mutation de notre société, c'est la place que l'on conserve et que l'on sauvegarde pour la subjectivité de chacun dans notre monde commun. Et du coup, depuis quelques années, on essaye de produire des spectacles, des formes qui, je dirais, décomplexent les gens sur la sensation qu'ils ont vu quelque chose que seuls eux ont vu et perçu, et qui l'encouragent et qui le favorisent et qui le facilitent. D'autant plus que là c'est très individuel parce que normalement quand on est au théâtre, il y a beaucoup de spectateurs qui sourient parce que d'autres sourient, applaudissent parce que d'autres applaudissent, mais là avec le casque, on est vraiment dans son propre monde.
vraiment face à ses propres émotions et à la machine du coup. C'est vraiment on crée quasiment son propre spectacle en fait. Oui, tout à fait. C'est vrai que l'idée du casque, elle est venue à la fois d'une nécessité technique, mais aussi par rapport à ce que vous évoquez, c'est-à-dire cette volonté de ramener à l'expérience individuelle, donc à la subjectivité, mais aussi d'être dans un reflet d'une réalité, en tout cas telle que je l'aperçois aujourd'hui, qui est une société qui individualise de plus en plus la relation à des services, à un environnement, à des usages quotidiens. Et on peut imaginer que le théâtre a, dans sa fonction politique, un rôle majeur à jouer qui est de maintenir en vie l'existence d'une communauté dans laquelle on partage des expériences ensemble, où on fabrique de l'en commun. Quand j'interroge cette question-là, moi, en tant qu'artiste, metteur en scène, je me dis que c'est à double tranchant, c'est-à-dire que je peux organiser cette expérience de la communauté des spectateurs, mais le risque, c'est d'accompagner, de rassurer toute une société sur le fait que, bien sûr, ça existe encore le en commun, et que peut-être que mon rôle, c'est aussi de nous projeter tous, individuellement et collectivement, dans des visions de ce monde que l'on est en train de fabriquer, qui est l'apogée de tout un process économique, social, politique, qui ramène le rapport à la question de l'individu au centre de sa propre vie, sa propre organisation au réel et au monde. Alors, merci beaucoup. Merci. C'est génial, j'ai besoin encore un jour pour me remettre de ce que j'ai vu. Et bon festival. Merci à vous.